Les amis, c'est encore la révolution octogone ici. Alors, merci beaucoup pour vos questions. Ça m'a vraiment fait du bien. Alors, parmi ces questions, c'est que j'ai pu quand même scinder deux ou trois questions et cela va constituer notre tutoriel aujourd'hui. Alors, j'ai reçu une question venant de Thomas, Thomas le technicien, qui me posait la question de savoir si je pouvais parler de MapReduce, ok? Et puis une autre question venant de Robert Dumont, ok, qui me posait la question de savoir si je pouvais constituer un tutoriel pour Hadoop, ok. Alors, vu que Hadoop et MapReduce viennent presque ensemble, alors je me suis dit, alors ce serait mieux de constituer un tutoriel qui va essayer de pouvoir nous parler de tout ça. Alors voilà, ici on ne parle pas trop comme vous le savez, ici on partage la connaissance. Alors sans plus tarder, allons-y. Yeah. Alors aujourd'hui dans le monde de la technologie, on entend parler de mots comme data, big data, MapReduce, Hadoop, et l'on se pose généralement la question de savoir c'est quoi tous ces charabia. Alors aujourd'hui je vais vous aider à pouvoir comprendre cela avec des simples termes. Alors de ces faits c'est que pour comprendre cela nous devons rentrer un peu en arrière, faire un petit tour dans la ligne de temps. C'est que dans les années 80, 90 et début 2000, c'est que les données générées par disons, nos matériels électroniques exactement étaient véritablement moindres. En l'occurrence, une étude a été menée par un centre de recherche américain appelé Statistica Research, qui montre exactement que dans les années 80 et 90, une famille sur 20 détenait un ordinateur. Et cet ordinateur était généralement utilisé pour des activités vraiment très simples, par exemple comme de recherche, lecture de documents et consorts. Et aussi, si nous jetons un coup d'œil au téléphone à l'époque, vous allez voir que ces téléphones, vous allez même voir l'image que je suis en train de montrer maintenant là, c'est que ces téléphones étaient spécialement utilisés juste pour passer des appels et envoyer de simples messages. Vous voyez un peu. Alors, il n'y avait pas moyen d'envoyer de photos, d'envoyer de vidéos, des images et consorts. Vous voyez. Alors, rentrons un peu, voyons un peu même, vous allez voir que nos voitures n'étaient même pas aussi connectées sur Internet. Il n'y avait pas presque des senseurs, il n'y avait pas presque de, je dirais même, vous voyez un peu de téléphones intelligents et consorts. Il n'y avait pas tous ces éléments-là. Alors en l'occurrence, c'est que on peut bien dire et on peut bien voir, c'est que la qualité, la quantité même et la capacité de données générées pendant cette période était un tout petit peu moindre, je dirais. Alors depuis l'année 2003 jusqu'à aujourd'hui, la technologie a vraiment évolué. Que les niveaux de données générées a, je dirais, exponentiellement évolué. Et voilà. Alors, aujourd'hui, un ordinateur peut tout faire, exactement. Donc, l'ordinateur peut télécharger des vidéos, partager la musique, modifier des documents, et j'en passe de meilleurs. Et les téléphones sont maintenant des téléphones un peu plus intelligents. Alors, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, de smartphones et tout ce qui vient avec. Alors, vous allez voir que déjà, un téléphone aujourd'hui peut tout faire. Exactement. Donc, partager des vidéos, envoyer des audios, même, tu vois, partager sa location, payer ses factures et tout ce qui vient avec. Vous allez voir. Alors, donc, c'est un peu un monde qui est totalement évolué. Et vous allez voir que dans chaque famille, aujourd'hui, c'est que c'est presque 3 personnes sur 5 qui maintenant là détiennent un téléphone. Ouais. Alors, sans oublier aussi exactement nos voitures aujourd'hui qui peuvent se connecter sur Internet et puis générer des données aussi également. Et aussi, vous voyez, nous avons de montres intelligentes aujourd'hui qu'on appelle le smartwatch. Nous avons de senseurs et voilà, et tout ce qui vient avec. C'est que on peut facilement voir que les données générées dans les passés étaient un tout petit peu moindres à comparer à celles qui sont générées aujourd'hui, qui sont généralement élevées, absurdes même, et aussi non structurées, je peux dire. Alors, ceci nous amène à pouvoir parler de ce qu'on appelle, c'est quoi un data ou une data, ça dépend de comment vous voulez, je sais pas moi, le mettre, ou comment aussi, qu'est-ce que c'est un big data exactement. Alors, généralement, c'est que un ou une data, ça dépend de comment vous voulez, je sais pas moi, l'accentuer, c'est que peut être défini ou peut être compris comme étant, c'est comme une donnée.
Alors, une définition logique, c'est que on définit un ou une data comme une pièce d'information ou une donnée dans son état brut. Alors, il faut vraiment retenir la nuance de l'autre côté parce que euh, une data exactement, c'est tout ce qui vient dans sa forme brute. OK? Donc, toute forme de données que l'on reçoit dans sa forme brute est considérée comme un ou une data. Alors, généralement, c'est que cela peut, si je dois donner un exemple, cela peut être, je sais pas moi, on peut avoir une vidéo, une image, un log, je sais pas moi, email, texte, message ou tout ce qui vient avec. C'est que tout ça, ce sont définis comme étant un data ou une data. Ça dépend de comment vous les mettre. C'est que c'est tous ces éléments-là mis ensemble, c'est que dans leurs états un peu plus bruts, alors c'est ce qu'on appelle généralement un data. C'est que big data, alors vous voyez un peu la nuance parce que big c'est grand. Alors on définit cela comme étant une collection de data, mais cette collection, je dirais, de data doit être caractérisée par ce qu'on appelle en anglais, c'est que les 5 V's. Alors ça veut dire les 5 V. Alors la question serait de savoir pourquoi le 5V. Alors les 5V ont été établis par IBM, qui a essayé de pouvoir apporter, je sais pas moi, une connotation ou de caractéristiques appropriées pour définir exactement qu'est-ce qu'on appelle un big data. Alors, deuxième fait, c'est qu'il s'est ramené avec le 5V. Le 5V veut dire, le premier V, c'est volume. Alors, c'est attrayé un peu plus par rapport à la quantité de données qui sont générées par un système. C'est que si vous avez un système qui génère beaucoup de données, ça veut dire du genre de milliards et de millions de données par jour, par heure, je sais pas moi, par semaine et consorts, ces volumes-là, déjà, si le volume est attribué par rapport aux milliards et aux millions de données, ça dépend dans la ligne du temps. Alors, c'est là peut-être déjà un élément qui peut nous amener disons, à la nuance du big data. Alors, ça, c'est le volume. Deuxième chose, c'est la variété. Deuxième V, c'est la variété. Alors, la variété, c'est défini par rapport à la diversité de données que l'on reçoit. C'est que vous allez voir que dans les passés, c'est que les données étaient un peu plus simples. Mais aujourd'hui, nous avons une diversité de données. Les données peuvent être des images, comme je disais tantôt, de vidéos, des emails, de logs, des situations géographiques et consorts. Vous voyez un peu, je vous dirais, de coordonnées géographiques même. Donc, cette variété de données-là, alors qu'on vous l'avez, déjà, c'est une situation qu'on peut attribuer au big data. Alors, troisième V, c'est la vélocité. C'est que ici, quand on parle de la vélocité, c'est que la vélocité, c'est plus la vitesse à laquelle ces genres de données sont générées. Alors, vous voyez avec moi l'image, c'est que nous avons des données qui sont des millions et des milliards de données par rapport au volume. Et à sa variété, nous avons une diversité de données qui arrivent et la vitesse de ces données qui sont générées. Alors aujourd'hui, c'est que vous allez voir qu'il y a de systèmes comme vous avez dans des compagnies comme Facebook, vous avez dans des compagnies comme Apple, vous avez dans des compagnies de crédit card comme Visa et consorts. C'est que vous allez voir que les nombres de données qui sont générées même par minute ou par heure sont vraiment de millions et des millions de données. Alors, de ces faits, c'est que quand vous avez je dirais, cette manière de pouvoir générer ou un système qui génère par minute ou par heure de millions et des millions de données, alors vous avez aussi cette situation du big data. Alors, ça, c'était un troisième point. Quatrième point, c'est que c'est la véracité. Alors, généralement, quand on parle de la véracité exactement, alors c'est juste, c'est un peu le caractère un peu plus inconsistant et incertain de données. Alors, généralement, c'est que, vu que vous allez comprendre que nous parlons de data. Alors, j'avais dit que les data, c'était plus des éléments qui venaient dans son état brut. Ça veut dire que vous avez des données et vous recevez des données, mais ce sont des données qui ne sont pas encore, je peux dire, valables ou des éléments qui peuvent apporter de la valeur, je veux dire, pour notre business.
Alors, de ce fait, c'est que quand vous avez cette situation-là, que vous avez beaucoup de données, et que ces données-là qui arrivent généralement, ce sont des données qui sont un peu plus attribuées de caractère incertain par rapport à ces données. Et alors, on ne peut pas encore, à travers ces données, déjà commencer à définir exactement son importance par rapport à notre business. Alors, c'est là déjà ramène aussi une situation par rapport au big data. Alors, et le dernier point, le dernier V, c'est la valeur. Alors, la valeur, c'est quoi? C'est vous avez, comme au premier élément qu'on avait dit, vous avez des éléments qui viennent ou de données qui viennent dans des millions et des milliards, et vous avez déjà une variété, une diversité de données, et vous avez des données qui viennent avec une vitesse extrême, et vous avez aussi des données qui viennent mais du caractère un peu plus incertain. Alors, de ce fait, c'est que c'est à nous de pouvoir maintenant tirer à travers ces millions et des milliards de ces données des informations qui seront un peu plus, qui vont apporter de la valeur par rapport à notre business, par rapport à notre algorithme, qu'est-ce qu'on veut tirer par rapport à ces informations que nous avons en état un peu plus brut, je veux dire. Alors, c'est un peu ça, la compréhension propre de ces 5 V dont je parlais qui définissent exactement la nuance de ce qu'on peut dire comme étant ou ce qu'on peut définir comme étant Big Data. Alors, prenons un exemple pour bien comprendre cela, un exemple un peu plus pratique et puis un peu plus simple. C'est que nous avons un monsieur qui vient de commencer son business. Alors, ce monsieur s'appelle Tom. Alors, Tom veut commencer un business de vente de pizza. Alors, de ce fait, c'est qu'il a déjà, il a pu avoir son établissement et consort et tout est bien prêt. Et puis, voilà, et il s'est dit, bon, ok, je suis seul, je veux commencer mon business, il est seul. Et puis, il a son four avec lui, un four, et il a commencé son business. Alors, les éléments qu'il a ici, c'est que le four qu'il a, le four peut cuire une pizza par heure. Alors, de ce fait, c'est que vu qu'il vient à peine de commencer son business, c'est que il ne reçoit que presque une commande par heure. Alors, de ce fait, c'est que faire le pizza, rendre le pizza prêt et cuire le pizza, généralement, ça lui prend généralement presque 30 minutes pour en finir, je veux dire. Alors, de ce fait, c'est que vu qu'il est seul, il peut généralement, vous voyez, rendre ça un peu plus facile. Donc, préparer, rendre, mettre tout ce qu'il faut, les ingrédients et tout dans le pizza, et puis cuire le pizza. Alors, après 2 mois de son business, c'est que le business a pu prendre un peu de la vapeur. Alors maintenant, là, voilà, il commence à recevoir maintenant, au lieu d'une commande par heure, voilà, notre ami Tom commence à recevoir maintenant 10 commandes par heure. Alors, de ce fait, c'est qu'il est seul et il a un seul four. Alors, pour faire 10 commandes par heure, alors ça devenait un peu plus difficile pour lui parce qu'il était seul. Alors, on est arrivé à une situation où les clients commençaient à s'y plaindre parce que comment est-ce que les commandes arrivaient en retard et puis la pizza en soi n'avait plus le même goût parce que ça ne prenait plus 30 minutes pour cuire au niveau du four et consort. Alors, il commençait un tout petit peu à s'inquiéter. Alors, il fallait qu'il essaie de pouvoir trouver une solution par rapport à cela. Et la bonne solution, comme vous le savez, c'est que il a décidé de pouvoir embaucher 10 autres personnes pour l'aider à pouvoir obtenir un peu à cette situation, je veux dire. Alors, de ce fait, c'est qu'il a engagé les 10 personnes, et les 10 personnes ont joint la compagnie et tout. Alors, arrivé de l'autre côté, c'est que les 10 personnes ont commencé à travailler. Alors, vous allez voir que les 10 commandes qui arrivaient par heure pouvaient être facilement distribuées à ces 10 personnes. Et vous allez voir que même la rentabilité, ou je dirais même la qualité du pizza exactement, est rentrée à son bon terme. Parce que maintenant là, c'est qu'une personne pouvait être assignée à une commande. Et voilà, le cycle pouvait facilement se faire dessus. Alors, n'oublions pas que l'embauche de ces 10 personnes ne résolvait pas exactement la situation dans sa totalité. Alors, parce que une commande pouvait être assignée à une personne, alors voilà, le cycle pouvait continuer, mais nous avions encore un four.
Alors, de ce fait, c'est que, imaginez, vous avez 10 personnes qui devaient normalement attendre à ce que voilà, le four puisse essayer de prendre ou de cuire une pizza après une autre, exactement, et ça prenait du temps. Alors, pour résoudre exactement cette situation, c'est que notre ami Tom devait aussi exactement payer 10 autres fours pour essayer de pouvoir équilibrer la situation. Alors, nous avions ici 10 personnes qui ont été engagées et 10 fours qui ont été payés. Alors, Scylla a essayé de pouvoir résoudre totalement la situation. Alors, cet exemple est donné exactement pour expliquer la situation que nous avions exactement avant l'arrivée de Hadoop. Parce que cela va nous aider à pouvoir introduire un peu pourquoi Hadoop. Alors, de ces faits, c'est que vous allez voir que des business comme Facebook, Google, et des Visa et les autres, c'est que des très très grandes compagnies faisaient face à ces genres d'éléments-là. Alors du genre, voilà, on a beaucoup de données, on a vraiment beaucoup de données. Avant, on n'avait pas ces genres de données. C'était plus facile pour nous de pouvoir gérer les données. Alors parce que ces données, dans le passé, c'était juste des données qui étaient vraiment structurées. Alors on pouvait seulement utiliser comme on appelle de relational database. Alors, ce sont juste de bases de données qui étaient un peu plus simples pour des données qui sont structurées et qu'on sort. Alors, mais maintenant, là, nous avons une situation où les données sont d'abord non structurées et en plus, la quantité s'est agrandie. Et puis, au-delà de tout ça, c'est que le niveau aussi comme je disais, la vitesse à laquelle les données sont générées a aussi essayé de pouvoir grandir. Alors, de ce fait, pour résoudre maintenant cette situation, on a amené la technologie qui est appelée Hadoop. Alors, Hadoop exactement, c'est quoi? Hadoop peut être défini très facilement comme étant un framework open source, alors qui est basé sur Java et qui aide au traitement de données, je pourrais dire volumineuses, donc ça veut dire big data, dans un environnement qui est un peu plus distribué. Alors, je vais essayer de pouvoir décortiquer chaque mot que je viens de dire exactement pour essayer de pouvoir vous apporter une certaine forme de clarté dans ce que je viens de donner comme étant explication. Ça veut dire que Hadoop est une technologie qui a une source libre, je veux dire. Alors, du genre, on peut facilement télécharger cela sans payer quoi que ce soit. Alors, c'est vraiment du genre, je pourrais dire, un peu plus gratuit. Alors, de ce fait, c'est que Hadoop est une technologie vraiment qui nous aide à pouvoir traiter le big data. Alors, quand on parle de big data, je vous ai dit que le big data pouvait être spécifié par rapport au 5V. Alors, quand on parle de ces genres de big data, alors pour gérer ces genres de big data, on a besoin d'une technologie qui peut nous aider à pouvoir faire le traitement distribué. Et quand je parle de traitement distribué, je vais vous donner un exemple de Tom qui, quand lui seul, ne pouvait pas ne pouvait pas gérer exactement la quantité ou la capacité de données qui commençaient ou de commandes qui commençaient à venir après l'expansion de son business. Alors, de ce fait, c'est aussi le problème que ces géants dans la technologie faisaient face. Ça veut dire beaucoup de données et qui étaient vraiment du genre mal structurées, pas structurées et tout ça. Alors, il fallait gérer tout cela. Et l'application, ou je peux dire l'élément de traitement qui s'est avéré un peu plus utile pour nous aider à pouvoir résoudre cette situation, c'est Hadoop. Alors, donc, c'est un peu ça, comprendre Hadoop. Voilà, donc ça c'était juste une première partie de cette série qu'on va faire d'Hadoop. Alors je voulais d'abord essayer de vous ramener un peu en arrière pour comprendre un peu l'idée derrière disons, cette technologie qui vient d'arriver. Alors, de ce fait, c'est que je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant, à la prochaine séance, c'est qu'on aura à pouvoir entrer vraiment en profondeur pour essayer de pouvoir parler de la structure et qu'est-ce qui constitue exactement Hadoop. Et c'est par là qu'on va comprendre la technologie de MapReduce et tout ce qui vient avec. Alors, on se retrouve à la prochaine. OK, allez, à bientôt.